2 invités conviés pour un débat. Une particularité, ils sont seuls pour le mener pendant 30 minutes. Mais pour commencer, petite présentation des protagonistes par eux-mêmes. Je suis Rémi Boussageon, je suis médecin généraliste installé vers Lyon et je viens de soutenir ma thèse de philosophie qui parlait de l'efficacité thérapeutique et de l'effet placebo. Ce sujet m'intéresse depuis 5 ans parce que je constate en pratique que beaucoup de patients guérissent spontanément ou avec pas grand-chose. Deuxième invité, même préambule, qui êtes-vous ? Je m'appelle Jean-Jacques Aulas, je suis psychiatre et psychopharmacologue clinicien au CHU de Saint-Étienne. Cette double formation m'a conduit très tôt à m'intéresser au problème du placebo et de son effet, ce qui m'a conduit à écrire un certain nombre d'articles et de bouquins. Allez, le débat peut commencer, on pose les montres, dernier réglage de la lumière rouge qui interviendra si on a besoin de vous interrompre. Alors, le placebo peut-il guérir ? Je crains que dans cette formulation, il y ait déjà un amalgame entre 3 phénomènes, à savoir le placebo, qui est un objet de recherche, l'effet placebo, qui est un effet d'ordre psychologique, et l'effet d'un placebo qui associe à l'évolution naturelle de la maladie l'effet psychologique de la prescription du placebo. Je sais pas, qu'en pensez-vous ? Moi, je répondrais d'emblée non, à chaud comme ça. Le placebo ne peut pas guérir et en fait, je rajouterais que la question est qu'est-ce que c'est que la guérison ? Le piège est celui-ci. Le placebo peut à la rigueur soulager, mais guérir, il faudrait s'entendre sur la définition de la guérison, ce qui est compliqué. Bien, il est vrai que le placebo, s'il n'est pas indéfinissable, est très difficilement définissable, que toutes les définitions qui en ont été données jusqu'à présent sont incomplètes, mais que la moins mauvaise, vous me coupez si vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment, que la moins mauvaise est la suivante: le placebo est un objet de recherche, qui est un objet qui n'a pas d'effet spécifique, pharmacologique, si c'est un médicament ou autre, hein, et qui sert à démontrer dans un cadre rigoureux d'essais cliniques contrôlés si le médicament qui est testé est plus efficace que le placebo. Voilà, ça c'est le placebo. Placebo qui, à mon sens, n'est jamais utilisé dans un registre thérapeutique. Il est utilisé uniquement dans un registre pharmacologique. Néanmoins, comme vous l'avez souligné, il y a le placebo médicamenteux qui est assez simple à définir. C'est finalement l'objet qui ressemble au médicament mais qui ne contient pas la molécule active. Et donc là, c'est assez facile à définir. Par contre, si on doit définir des placebos d'autres thérapeutiques, c'est plus difficile. Par exemple, la chirurgie placebo, c'est une intervention factice, c'est-à-dire une intervention où les chirurgiens ne vont pas opérer. Ils vont simplement réaliser une incision cutanée sur les patients, mais ne vont pas faire le geste soi-disant thérapeutique. Quand on le compare à une vraie chirurgie, ça permet de comparer l'efficacité de la vraie chirurgie. C'est des interventions qui sont assez rares parce qu'elles posent des problèmes éthiques, mais on ne va pas rentrer dans la question tout de suite. Mais voilà, donc le placebo, c'est une définition, ça serait que c'est une intervention qui mime, qui fait semblant d'être thérapeutique. Le principe actif, le principe théoriquement actif est ôté de l'intervention. Le mot placebo, qui vient du latin, donc placebere, qui veut dire « je plairais », en fait, dans l'histoire de la médecine, il est devenu populaire à partir des années 1950, quand on a utilisé les placebos dans les essais cliniques contrôlés pour évaluer les médicaments. Donc à l'époque, ça ne posait pas vraiment de problème, mais après, c'est quand on a voulu étendre ce concept aux autres thérapeutiques que des problèmes sont apparus. Alors je vais sauter sur vos propos pour essayer de pointer effectivement la difficulté qui s'est présentée. C'est vrai, c'est à partir des années 50, lorsqu'il y a une extension des essais cliniques contrôlés, c'est-à-dire les essais qui comparent une molécule à
un placebo de cette molécule pour savoir si elle est pharmacologiquement efficace. Donc c'est à partir de ces années 50 que le public a été au courant du placebo et de son effet, mais c'est aussi cette extension des essais cliniques contrôlés qui ont amené à une surestimation de l'activité, de l'action du placebo. Pourquoi? Parce que était pris comme conséquence de l'action du placebo tout ce que se passait chez les patients sous placebo. Tous les patients prenant un placebo, s'ils étaient améliorés, on considérait que c'était l'effet placebo. L'effet placebo. Or, cet effet placebo, dans ce cas-là, est considérablement parasité par ce que l'on appelle, par des faits aussi simples que l'évolution naturelle de la maladie, et le fait qu'un groupe sous placebo s'améliore n'est pas forcément dû à l'effet placebo, simplement à l'effet naturel. Oui, tout à fait. Ça, c'était tout à fait intéressant, cette erreur méthodologique que j'appelle initiale dans les années 50. Elle est liée à un chercheur qui s'appelait Beecher, qui a écrit en 1955 un article fondateur qui va être repris pendant 40 ans par tous les commentateurs sur l'effet placebo. Il a mesuré l'effet placebo chez les patients qui recevaient le placebo, sans comparer ces mêmes patients à l'absence de traitement. Et il en a conclu à 35% d'amélioration des symptômes sur la douleur, sur les nausées, l'anxiété. Et ce chiffre de 35% a été mis en avant dans la littérature pendant de nombreuses années et cité par beaucoup d'auteurs, jusqu'à ce qu'en 1995 environ, des chercheurs issus de la pharmacologie clinique contestent cette définition, enfin en tout cas cette intensité de l'effet placebo. Pour cela, ils ont mis en évidence qu'il fallait nécessairement un groupe qui ne recevait pas deux placebos pour pouvoir comparer les deux groupes. Et là, quand on regarde les études, eh bien effectivement, l'effet d'un placebo est beaucoup moindre. Ne peut-on pas dire que le médicament lui-même a un effet placebo, puisque le fait de le prendre peut induire chez le malade un soulagement quasi immédiat? Alors le médicament peut aussi avoir en lui-même un effet placebo. C'est bien pour cela qu'on le compare à un placebo pour essayer de montrer son efficacité dans les essais cliniques. Voilà, le fait de prendre un traitement peut soulager qu'il y ait ou non la molécule active. Voilà pourquoi les essais cliniques contre placebo sont nécessaires. Les médecins sont d'accord avec ça. Alors je voudrais profiter de ce que vous venez de dire pour annoncer qu'il peut y avoir un effet placebo sans placebo. Je me réfère pour ça à deux ou trois études, dont une d'un médecin généraliste de Southampton qui a pris 200 cas dans sa clientèle où il ne pouvait pas faire un diagnostic précis. Il les a partagés en 2 fois 100. À un des groupes, il a fait une consultation positive en disant que les symptômes qu'ils présentaient n'étaient pas graves, qu'ils allaient guérir d'eux-mêmes, et que si jamais ce n'était pas le cas, ils pouvaient toujours téléphoner. Et le deuxième groupe, il disait « Oh, vous savez, je ne sais pas bien ce que vous avez, c'est ennuyeux, je ne sais pas comment ça va évoluer, téléphonez-moi s'il y a un problème. » Et bien, au bout de quelques jours, 75% des patients ayant bénéficié de la consultation dite positive étaient bien, contre 32% de l'autre groupe. Donc, parfaitement, un effet placebo peut survenir sans placebo, c'est-à-dire sans dispositif médicamenteux ou autre qui n'ait pas d'effet spécifique. Alors, c'est là que je ne suis pas d'accord, parce que voilà, ça, c'est un point de désaccord entre nous et entre beaucoup d'auteurs, c'est que vous nommez effet placebo alors qu'il n'y a plus de placebo prescrit. Et je considère pour moi que c'est un peu une façon d'expliquer tout par le mot placebo. Non, dans ce cas-là, c'est de la relation médecin-malade de qualité, avec une écoute attentive, avec l'empathie, qui a produit les effets. Pourquoi parler d'effet placebo dans ces cas-là? Donc moi, je n'aime pas le côté placebo-centrique
Tout simplement parce que c'est purement sémantique. Le médecin de Southampton, il a plu à sa clientèle. Hein. Oui, mais il n'y a pas de placebo dans l'histoire. Mais il n'y a pas de placebo. Mais encore dans l'article de Finis de 2010 dans le Lancet, il disait bien, c'est vrai, le terme placebo est un terme galvaudé qui ne veut plus dire grand-chose, mais c'est le seul que l'on ait, c'est le plus ancien, et on n'en a pas de meilleur. Alors je ne suis pas d'accord, parce que je crois qu'il faut rester simple. L'effet placebo, parce que là nous sommes dans la définition de l'effet placebo, pour moi c'est simplement l'effet d'un placebo. Ensuite, là on est en train de parler des facteurs qui peuvent expliquer l'effet du placebo. La relation médecin-malade de qualité, etc. Mais je vais prendre une étude qui a été publiée il y a une vingtaine d'années, où les patients opérés après la chirurgie étaient placés soit dans des chambres côté sud et bien éclairées, soit côté nord avec, on va dire, pas d'éclairage. Eh bien, les patients côté sud guérissaient davantage, enfin, étaient soulagés plus vite et sortaient plus vite du service que les patients côté nord. Appeler ça effet placebo, je préfère appeler ça l'effet du contexte soignant. Hein. On n'a pas besoin de mettre un terme de placebo pour ça. Il n'y a pas de placebo dans l'histoire. Globalement, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le terme, il est latin, il n'y a plus de terme latin en médecine, il est vieux, on l'aime bien, même s'il ne veut pas dire grand-chose, hein, et le remplacer par un autre qui a été proposé, l'effet contextuel, je trouve ça dommage. Oui, mais par exemple, en psychologie, vous avez, dans différents domaines, on nomme l'efficacité symbolique en anthropologie, l'efficacité, donc le conditionnement en psychologie expérimentale et des comportementales, l'effet de la suggestion du côté de la psychologie. Vous avez en sociologie, on appelle ça la prophétie auto-réalisatrice. Voilà, chaque discipline nomme un petit peu ce phénomène à sa façon. Alors la médecine appelle ça placebo, mais je pense qu'il est plus important et plus pertinent pour les soignants de savoir quels ingrédients dans ce qu'on appelle l'effet placebo sont efficaces pour les utiliser. Parce que nommer, dire c'est l'effet placebo, et puis après, qu'est-ce qu'on fait, hein, qu'est-ce qu'on fait en soignant? Donc je pense qu'il faut avancer, il faut sortir de ce terme qui nomme bien les choses, mais qui explique rien en fait, pour trouver les facteurs qui permettent de soulager les patients, d'améliorer leur état de santé. Et c'est là que la recherche sur les mécanismes d'action de ce phénomène sont importantes. Il convient de différencier ce qu'on appelle les placebos purs, qu'on vient de définir pour le médicament, qui ne contient pas de molécules actives, et les placebos qu'on appelle impurs, qui contiennent bien une molécule active, mais dont l'efficacité n'est pas prouvée sur le symptôme ou la maladie pour lequel il est utilisé. Ça, c'est très important parce qu'en pratique, finalement, on n'utilise pas de placebo pur. Quasiment pas en médecine. Moi, dans ma pratique, j'utilise éventuellement des placebos impurs, des médicaments autorisés, qui sont sur le marché d'ailleurs, mais qui n'ont jamais prouvé leur efficacité. Par contre, ils ont une action sur l'animal ou sur des critères biologiques divers, mais on ne sait pas s'ils guérissent et on ne sait pas s'ils soulagent. Mais ils sont là sur le marché, alors on utilise ces médicaments. On peut vous citer certains sirop antitussifs, les traitements vasodilatateurs cérébraux, on peut utiliser beaucoup de traitements, il y a beaucoup de traitements de ce type. Et donc l'important pour définir ce que c'est un placebo impur, c'est d'avoir la preuve de l'efficacité ou non du traitement évalué. Et cette preuve, on ne l'obtient que dans l'essai clinique. Je me permettrai de rajouter que dans le Vidal, qui est le dictionnaire des médicaments des médecins, il y a un nombre de l'ordre de 60% de médicaments qui sont très vraisemblablement des placebos impurs, c'est-à-dire des médicaments qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité versus placebo pur. Pour le critère pour lequel ils sont prescrits. Alors la vitamine C, par exemple, oui. On considère que c'est un bon placebo impur. Mais dans le scorbut, c'est-à-dire la carence en vitamine C, ce n'est pas un placebo. C'est un vrai médicament, une vraie molécule qui est efficace. Par contre, si vous l'utilisez pour n'importe quoi d'autre, ça sera un placebo impur, parce qu'elle a bien une action pharmacodynamique, mais elle n'a pas d'efficacité pour le trouble pour lequel elle est prescrite. Et ça, c'est important, cette distinction, parce que les malades, les patients ne sont pas au courant que le Vidal, effectivement, nous prescrivons en fait des placebos impurs parce qu'on n'a pas de preuve.
On ne sait pas si c'est efficace. Alors, il y a le bénéfice du doute, c'est autorisé, c'est sur le marché. Alors, on pense que c'est efficace. L'affaire, par exemple, du Mediator, que tout le monde connaît aujourd'hui, on peut presque définir le Mediator comme un placebo impur, c'est-à-dire un médicament qui diminuait bien des paramètres comme la glycémie, le cholestérol ou des choses comme ça, mais qui n'avait pas prouvé d'efficacité sur des critères comme la prévention des maladies liées au diabète, etc. Donc on peut considérer à l'extrême que c'est un placebo impur. Oui, mais c'est un placebo impur qui tue. Voilà. Alors ça, on peut qui a tué, plutôt. Voilà. L'inconvénient de ces placebos impurs, c'est qu'ils ont des effets indésirables que d'autres n'ont peut-être pas. On va en parler aussi. Avant d'essayer de comprendre comment fonctionne l'effet placebo, la première question d'ordre épistémologique, c'est celle de savoir si on peut vraiment identifier ce phénomène au moyen de l'expérimentation. En fait, on a les mêmes problèmes qu'en psychologie expérimentale, où les expérimentateurs peuvent influencer et produire l'effet observé. C'est le cas, par exemple, de la fameuse étude de sociologie à Hawthorne, que vous connaissez bien. Je crois que vous aviez fait un résumé dessus. Oui, alors, si je peux me permettre deux phrases. En 1922, à Hawthorne, banlieue de Chicago, dans une usine d'appareillage électrique, ils ont observé un bien étrange phénomène, connu maintenant sous l'effet Hawthorne. Eh bien, c'est très simple. Pour augmenter la productivité, quelqu'un a émis l'hypothèse qu'en augmentant l'éclairement des ateliers, ça marcherait. Et ils ont voulu faire l'expérience sur un an, voir si augmenter l'éclairement allait augmenter la productivité. Mais il y a un type qui était un peu plus malin que les autres et qui a dit on va faire quand même 2 ateliers témoins. Un où on ne touche pas à l'éclairage et le troisième où on touche à l'éclairage, c'est-à-dire qu'on va le réduire. Résultat des courses, au bout d'un an, la productivité avait augmenté dans les 3 ateliers, que l'éclairage ait été conservé, réduit ou augmenté. Bien évidemment, par la suite, on a interprété ça de la manière suivante. Les gens, il y avait des préparatifs pour compter, pour faire mettre l'éclairage. Les gens se sentant observés, pensaient qu'il y avait quelque chose de bizarre un peu qui allait se produire, ont modifié leur comportement. Modifié leur comportement dans le sens des inférences inductif des expérimentateurs. On trouve ça aussi dans l'effet Rosenthal. Ah, l'effet Rosenthal, et absolument. Alors l'effet Rosenthal est le suivant. Vous avez des étudiants qui doivent étudier le temps que mettent des rats à traverser un labyrinthe. On leur dit qu'il y a des rats très doués et d'autres rats qui sont un peu idiots. Et que ceux qui sont un peu idiots, ils ont subi une stéréotaxie, enfin une intervention neurochirurgicale qui les rend pas bien fins. Et ils ont un truc sur la tête, là, un bandage. Donc les étudiants observent les rats sains, ils observent les rats opérés, et ils s'aperçoivent qu'il y a un effondrement des performances psychomotrices du rat opéré dans les labyrinthes. Bon, ça peut paraître normal, puisqu'il a reçu une intervention chirurgicale à la nuance près, qu'il n'a jamais reçu d'intervention chirurgicale, et qu'il y avait simplement un bandeau pour faire croire qu'il avait été opéré, et que tous les rats étaient génétiquement de la même souche. Résultat des courses, c'est les étudiants qui se sont mis dans la tête que ces rats-là devaient être moins bons. Ils ont enregistré un peu différemment les tas de passages dans un labyrinthe, parce que ça, vous allez me dire, ça ne pardonne pas. Un temps de passage, un coup de chronomètre, c'est quand même relativement objectif. Eh bien non, ils étaient moins patients avec ceux qui avaient été soi-disant opérés, etc. Et ce qui est important, c'est de connaître ce phénomène avant toute réflexion sur la mesure expérimentale des effets placebo. Bien sûr, mais c'est un phénomène qui intervient, si vous voulez, dans l'histoire de la médecine, mais qui est, à mon sens, totalement anecdotique dans les expériences récentes, qui, étant réalisées avec des contrôles, éliminent ce problème. En tous les cas, si elles ne l'éliminent pas, répartissent ces facteurs de manière identique dans un groupe comme dans l'autre. Une fois qu'on a écarté ce problème lié à l'expérimentation, aujourd'hui, on peut dire effectivement qu'on est capable d'objectiver l'effet des placebos, ou ce qu'on appelle l'effet placebo. Mais pour cela, il faut distinguer 2 sortes d'essais. Il y a les essais cliniques
en pratique qui évaluent en général le médicament, auquel on a comparé un placebo, et un troisième groupe qui ne recevait pas de placebo. Là, la différence entre le placebo et le groupe non traité est relativement faible. Et puis, il y a une deuxième sorte d'étude expérimentale qui consiste par exemple, à administrer un médicament à la vue des patients, et ce même médicament de façon cachée. Le patient ne sait pas qu'il reçoit le médicament. Et dans ces études-là, réalisées essentiellement par l'équipe de professeur Benedetti à Turin, met en évidence que le médicament est bien plus efficace quand il est prescrit à la vue du patient que quand il est prescrit de façon cachée. Et quelque part, ça met en évidence un effet placebo. Oui, absolument. Je voudrais compléter en disant la chose suivante. La première partie des données sur l'effet placebo, l'effet du placebo, etc., qui viennent des essais cliniques contrôlés, c'est-à-dire des essais qui ont pour but, pour fonction, d'essayer de montrer qu'un nouveau médicament a un effet supérieur à un placebo, dans ces essais-là, qui sont extrêmement nombreux, ce sont les plus nombreux, dans ces essais-là, l'effet placebo est faible. Et il est faible pour la raison suivante, c'est que les gens signent un consentement éclairé, comme quoi ils ont une chance sur 2 d'avoir un placebo. Et dans ces conditions-là, c'est sûr que le fait de savoir qu'on va avoir un placebo, ça amplifie pas des tonnes la réponse placebo. Par contre, dans le deuxième type d'essai, qui est une étude plus spécifique, plus ciblée de l'effet placebo, dans un certain nombre de ces études, on dit aux patients qu'ils vont recevoir un antalgique extrêmement efficace alors que c'est un placebo. Et là, on observe une réponse placebo importante. Tout à fait. Mais voilà le problème, c'est que toutes ces études qui identifient l'effet placebo, elles sont finalement plutôt de l'ordre des études expérimentales de neurophysiologie. Et on mesure des effets sur 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc on objective bien un phénomène qu'on appelle l'effet placebo, mais on ne sait pas du tout si ce phénomène est thérapeutique. C'est-à-dire, est-ce que vraiment l'effet va durer dans le temps? Est-ce qu'il va pouvoir soigner des maladies? Voilà. On identifie pour le moment de façon rigoureuse, et ça c'est un grand progrès depuis les années 50, qu'il y a un phénomène placebo dans ces études. La question reste ouverte sur la durée. Mais voilà, je crois qu'il y a d'abord vraiment un travail de rigueur à reprendre pour mesurer cet effet placebo et arrêter peut-être de penser qu'il est extrêmement puissant. Docteur Bousageon, qui est d'une honnêteté intellectuelle et d'une intelligence au-dessus de la norme, je voudrais vous poser une question et vous me répondez franchement. N'avez-vous pas le sentiment que dans votre pratique personnelle, l'effet dit placebo que vous suscitez chez vos patients est de loin supérieur à celui qu'on peut constater dans un essai clinique contrôlé? J'ai aucun moyen de le dire. Non, mais le pif. Non, parce que ça, je me refuse à ce genre d'expérimentation, parce que les gens viennent me voir, par exemple, pour une grippe. Oui. C'est l'évolution naturelle de la grippe. Elle est très bénigne. Elle est bénigne. En 4 jours, les gens n'ont plus de symptômes. C'est pas parce que j'aurais prescrit une plante quelconque ou que j'aurais été chaleureux que la grippe va... Voilà. Et du coup, l'évolution naturelle des troubles fait que je n'ai pas un regard objectif. Ensuite, pour les troubles qui sont chroniques, qui durent, effectivement, le fait d'avoir un peu d'écoute, le fait de prendre le temps avec les patients, le fait de les apaiser, de réduire leur anxiété, je constate que ça les soulage. Transitoirement parfois de façon durable. Oui. Mais de là à dire que c'est très efficace ou vraiment un traitement que je conseillerais tout le temps, je ne peux pas le dire, ça ne serait pas juste. Donc moi, personnellement, pour revenir à la question qui nous est posée, je pense qu'il y a très peu de placebo purs dans notre pratique. Voilà. Si on utilise des placebos purs, peut-être que ça serait, je crois, l'homéopathie serait peut-être le traitement le plus proche. Certainement. Voilà, c'est-à-dire celui qui ne contient vraiment aucune molécule active et qui est présenté comme une thérapeutique efficace. Bon.
Et sinon, nous prescrivons souvent des placebos impurs, dont on a défini tout à l'heure le concept, pour essayer de répondre à une plainte. Voilà, les gens souffrent, sont en demande, ils se plaignent d'un symptôme ou d'une maladie qu'on n'arrive pas à guérir par des moyens conventionnels. Et c'est là que, eh bien, pour essayer d'aider ces patients, on est amené à prescrire ces thérapeutiques. Et alors là, j'ai envie de dire, il y a un débat actuellement dans la médecine qui émerge. C'est celui de la place de ces thérapeutiques non conventionnelles, qu'on appelle les médecines alternatives, dans la pratique soignante. Parce qu'il y a deux légitimités qui apparaissent. D'un côté, vous avez la légitimité scientifique, qui considère qu'une thérapeutique, elle doit être plus efficace qu'un placebo. Mais du coup, elle délaisse tout ce qui est placebo. Elle dit non, ce qui est important, c'est que le médicament ou la thérapeutique soit plus forte que le placebo. Voilà. Ça, c'est la légitimité scientifique. Et puis, il y a une légitimité soignante qui considère que le placebo, ou qu'une thérapeutique, elle doit être définie non pas comme supériorité à un placebo, mais comme supériorité par rapport à rien. Et dans ces cas-là, les placebos ont un intérêt, parce qu'ils sont thérapeutiques. S'ils soulagent mieux que rien, eh bien peut-être qu'ils ont une place dans l'arsenal thérapeutique. Et là, il y a deux légitimités qui s'affrontent et qui ne sont pas claires, parce qu'il y a des dérives dans les deux camps. Voilà. Pour ma part, je citerai des études très importantes, à mes yeux. C'est celle qui concerne l'acupuncture. Vous avez actuellement la preuve que la vraie acupuncture, c'est-à-dire celle qui est conforme à la théorie chinoise, selon les points, ne fait pas mieux que la fausse acupuncture, celle qui n'est pas conforme à la théorie. C'est-à-dire qu'on pique les patients de façon non conforme à la théorie. On a la preuve que la vraie et la fausse ne font pas mieux, sont identiques. Dans les troubles comme les douleurs chroniques du dos, comme les migraines, comme les douleurs du cervical. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans ces études, il y a un troisième bras de personnes qui ne sont pas traitées par l'acupuncture et qui prennent les soins usuels. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dans ces études? Vraie et fausse acupuncture soulagent mieux que ceux qui ne font pas ces traitements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Question que je vous pose. Est-ce qu'il faut considérer que l'acupuncture n'est pas une thérapeutique? Où elle est? Comment on tient compte de ces données troublantes? Voilà, c'est une vraie question d'actualité. À mon sens, moi je me rapproche tout à fait de votre point de vue. Je pense, en mon âme et conscience, qu'il y a des traitements à efficacité non démontrés, comme on dit, de médecine alternative, et en particulier l'acupuncture, qui sont d'authentiques traitements antalgiques et qui ne sont pas à être dénigrés. D'autant que si le patient vous dit qu'il a envie de faire de l'acupuncture, ça serait un peu con de lui dire d'aller voir ailleurs. Alors moi, je voudrais quand même poser une question corollaire. Parce que votre réponse à ma première question ne me satisfait guère. Vous êtes d'accord que apprendre la pharmacologie, c'est pas très compliqué. Et que si on réduit la thérapeutique à l'application de recettes pharmacologiques, n'importe quel médecin peut le faire. Donc, moi j'ai le sentiment quand même qu'à efficacité de connaissances pharmacologiques identiques, il y a des médecins qui soignent nettement mieux que d'autres. Et ne pensez-vous pas qu'à ce niveau-là, c'est parce que, inconsciemment ou pas, ils utilisent l'effet placebo? Oui, tout à fait. Non, mais ça, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a des personnes qui ont un peu plus de charisme, qui ont plus d'écoute. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des patients qui vont vouloir ce type de médecin, et puis d'autres qui vont être pas contents de... Voilà, c'est-à-dire que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, donc, on voit bien qu'il faut être plus malin, enfin j'ai envie de dire plus intelligent dans l'usage de ce placebo. C'est-à-dire qu'il faut quand même tenir compte des patients et de leur représentation. Voilà. Et ça, c'est important. Donc ça, vous avez raison. La question qui me vient, c'est celle de l'usage de ces médecines non prouvées. Est-ce qu'on a le droit de les utiliser? Alors, force est de constater qu'aujourd'hui, on prescrit beaucoup de médicaments qui n'ont pas d'efficacité prouvée. Que je sache, le remède homéopathique est remboursé à 35% par la sécurité sociale, ce qui lui donne a priori quand même une certaine légitimité. Ouais. Hein? Oui. Toutes les études montrent qu'il n'y a pas de différence entre un remède homéopathique et un placebo, ça c'est un fait.
Néanmoins, le remède homéopathique est remboursé à 35%. Et dans certains cas, il me paraît tout à fait légitime de prescrire un remède homéopathique plutôt qu'un médicament qui va avoir des effets indésirables particuliers qui risquent d'être plus problématiques que bénéfiques. Moi, je vous rejoins. J'appuie même le fait qu'un placebo, enfin pur, sans effet indésirable, comme l'homéopathie, a un rapport bénéfice-risque bien supérieur, puisque son risque étant négligeable, son rapport bénéfice-risque est énorme. Alors qu'un médicament qui est éventuellement efficace, mais qui présente beaucoup d'effets secondaires, peut avoir un rapport bénéfice-risque complètement défavorable vis-à-vis d'un... Donc du coup, le placebo et les médecines alternatives, elles ont une légitimité parce qu'elles ont une utilité en pratique soignante. Bon, néanmoins, le revers de la médaille, c'est... est-ce qu'ils sont par rapport à la vérité, par rapport à les questions du mensonge, comment on peut se sortir de ce dilemme où, pour véhiculer un effet placebo, il faut presque mentir aux patients. On est quand même dans une relation de médecin-malade où la personne doit être en confiance avec le thérapeute. Si on lui ment en lui prescrivant des pilules de sucre et en lui disant pas que c'est des pilules de sucre, qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce qu'on a le droit de le faire? C'est une vraie question, celle du mensonge. Vous savez, c'est un petit clin d'œil, il y a une dizaine d'années, j'avais commercialisé un placebo en disant que c'était un véritable placebo. Et c'était sous la forme d'élixir psychoactif, un élixir coloré en bleu pour traiter les anxieux et un élixir coloré en rouge pour donner du tonus, pour psychostimuler. Bon. En dehors de l'aspect gag, ça partait d'une idée simple, c'est que je voulais me battre sur le terrain de l'homéopathie contre les laboratoires Boiron avec les armes de la vérité. Alors, mon placebo, je l'avais appelé l'Obépac, anagramme de placebo, l'Obépac. Eh bien, on ne peut pas dire que je mentais aux patients. C'était écrit placebo, élixir bioactif, médicament sans aucune activité pharmacodynamique, simple activité d'ordre psychologique, etc., etc. Bon, j'ai pas pu continuer bien longtemps l'expérience parce que ma société a été vite en faillite. Parce que il faut en raconter quand même. Il faut baratiner son patient pour lui prescrire un truc qui ne contient rien, pour un médecin généraliste. En fait, les médecins actuellement s'en sortent bien. Ils profitent de l'absence de preuves d'efficacité, finalement, ou du doute suggéré par des études plus ou moins bien faites d'efficacité, pour prescrire. En fait, si on avait des études clairement, qui disent clairement qu'il n'y a pas d'effet, je pense que les médecins, le sachant, ne le prescriraient pas autant. Et là, il y a une espèce de zone où peut-être qu'il y a une efficacité, peut-être qu'il n'y en a pas. Enfin, on a ça avec les anti-arthrosiques, on a ça avec beaucoup de traitements dont l'efficacité, elle n'est pas très convaincante, mais il y a un bénéfice de doute parce que les médicaments ayant un laboratoire derrière eux, des experts médecins qui vendent ces produits, les gens achètent ces produits, ils sont commercialisés. Voilà, mais c'est parce qu'il y a le bénéfice du doute quelque part. Alors là, voilà, la question du mensonge, elle vient d'être presque résolue par une étude qui vient d'être publiée dans une revue américaine, PLOS ONE, qui va, à mon avis, faire beaucoup de bruit. C'est celle qui consiste à administrer des placebos en disant la vérité aux patients. Alors, donc, chez les patients atteints de syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire des personnes qui ont des douleurs abdominales, les auteurs de l'étude disaient clairement aux patients que le placebo était un placebo, mais qu'il pouvait être efficace par le biais de facteurs neurobiologiques. Eh bien, l'auteur a comparé deux groupes de patients, l'un recevant le placebo en leur disant que c'est un placebo, face à un groupe qui ne recevait pas ce placebo. Et au bout du compte, au bout de 3 semaines, les patients prenant le placebo étaient environ 2 fois mieux soulagés que ceux qui ne recevaient pas le traitement. Donc ça va peut-être changer notre regard sur le placebo et l'idée de mensonge. Voilà. Moi, j'ai très envie d'intervenir sur le mensonge, en disant, par exemple, qu'un médecin qui ne ment pas ne fait pas correctement son boulot. Ouais. Que, historiquement, quand même, dans la République de Platon, la seule profession pour laquelle on a le droit de mentir, ce sont les médecins, pour Platon. Ouais. C'est pas aussi clair, là. Toute la vérité d'un côté, le mensonge
tout de l'autre. Il faut peut-être habilement manier les deux. C'est ça, peut-être aussi l'art médical. C'est ça l'art médical. Non, je suis d'accord. Ouais, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais voilà, je ne voudrais pas qu'on ait un petit peu cette idée que le placebo répond à tous les problèmes de l'existence. Et du coup, parce qu'on dit la vérité, même si on dit la vérité, on utilise des placebos de façon un petit peu fréquente. Et ça évite de se poser des vraies questions sur l'état de santé, les vraies causes des maladies. Voilà, je crois qu'un médecin doit aussi accompagner ses patients dans cette réflexion, dans cette autonomisation de sa santé. Alors, si le placebo peut aider à cette prise en charge, je suis d'accord. Mais je crains une médecine qui donne des placebos parce qu'elle répond simplement à une demande des patients. Permettez-moi de penser, docteur Boussageon, qu'en l'occurrence, je préfère, et de loin, une prescription de placebo sans tromperie pour les problèmes de l'existence qu'une prescription de tranquillisants, voire d'antidépresseurs. Avec tromperie. Avec tromperie. Ouais. Sur les effets indésirables, ou sur l'efficacité, oui, tout à fait. Ouais. C'est un débat qui reste ouvert, ouais, tout à fait. Moi, je plaide pour qu'on utilise vraiment les ingrédients qui expliquent l'effet placebo, mais qu'on les utilise sans placebo. C'est-à-dire que si on pouvait recevoir les patients avec du temps, avec de l'écoute, voilà, et ça serait peut-être, à mon avis, préférable que de prescrire facilement des produits, même si c'est des placebos. C'est déjà fini, bravo et merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau débat. 2 invités dans ce même plateau, rien que pour eux.